Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver en direct et en studio. Malgré le confinement et cette période tendue que nous traversons mondialement, il faut bien le dire, c'est excellent continue tous les dimanches à 19h dans le respect des mesures sanitaires évidemment. Pour vous offrir une heure de vérité, une heure riche des parcours et des destins de ceux qui font l'excellence française, qui incarnent cet esprit français, cet esprit qu'il faut plus que jamais défendre et se soutenir. Et se soutenir aussi d'ailleurs. Ce soir avec moi, enfin avec vous et en studio, une consoeur, presque une grande sœur, avec qui nous partageons la même antenne et que j'ai grand plaisir à recevoir. Il s'agit de la journaliste, animatrice et maintenant écrivaine Cécile de Ménibus, dont l'excellent roman Je voudrais tout prendre d'elle est sorti aux éditions Charleston le 20 octobre dernier. On va en parler tout à l'heure. Comme je le disais, il est plus important que jamais de valoriser notre savoir-faire français et ses mains agiles et précises. Nous irons donc faire un tour un peu plus tard dans l'art et la manière par l'atelier de Julien Vermelaine, le plumassier. Enfin, l'artiste qui fait de la plume une œuvre d'art et des vrais tableaux. Avec nous en deuxième partie de cette émission et en visioconférence, car la protection passe, hélas, aurait-on envie de dire avant tout de nos jours, vous pourrez rencontrer et écouter un excellent lobbyiste qui est aussi un inventeur de concepts applicables et appliqués pour rendre notre société meilleure et plus intelligente. Et c'est Léonidas Kalogeropoulos, consultant en lobbying et fondateur de l'entreprise bien nommée Médiasons et Arguments. Bienvenue dans cet excellent, votre émission, celle qui crée le lien. Bonsoir Cécile de Ménibus. Bonsoir Judith Belair, comment ça va? Ça va et vous? J'adore votre voix. C'est gentil. Ouais, je vais la prendre, je vais partir avec. Moi j'ai envie de dire bienvenue chez vous, Cécile. Merci. Bienvenue chez vous aussi. Merci. Alors si on a une qui prouve qu'avec la volonté et une vraie forme de courage, on peut tout faire, c'est bien vous. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert que vous avez débuté en tant que standardiste pour une agence de mannequins. Puis quelques temps après, vous voilà pigiste, attaché de presse et photographe chez nos confrères de Auto Plus, qui est un magazine automobile. Un beau grand écart. C'était pas Auto Plus, c'était un autre magazine, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. C'est pas très grave. Alors, il faudra faire des petits changements sur Wikipédia. Un beau grand écart. Alors, on a envie de savoir, comme certainement nos jeunes auditeurs qui rêvent de faire votre métier, notre métier à toutes les deux, comment est-ce que vous y êtes arrivés, vous? Eh ben, écoutez, c'est par, comment dire, j'avais monté à l'époque, j'habitais en Belgique, j'avais monté une radio qui s'appelait Fréquence L, qui était une radio de voix de femmes où on pouvait tout dire, où on parlait bien sûr de ce qu'aiment les hommes et les femmes, et c'était par le prisme féminin, ce qui était assez rigolo. Et je suis partie en Belgique pour à l'époque une radio qui s'appelait Europe 2, qui a changé de nom aujourd'hui, pour faire le trafic info. D'accord. Voilà, parce que je trouve ça plutôt marrant. Et puis au bout de quelques semaines, les Belges ne comprenant pas forcément leur langue, voilà, ils me disaient mais même leur façon de prononcer, je disais mais de quel pont elle parle, mais de quelle route parle-t-elle, enfin voilà, donc ça devenait presque un gag. Et puis quand je suis revenue en France, je suis rentrée en France dans le groupe Lagardère, et j'ai croisé Coé dans des couloirs, qui m'a dit un jour je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. On s'était plutôt très bien entendu hors antenne, et je me suis dit ok, allons dans le grand bain. Et puis le grand bain a duré. C'était en 2001, c'est ça que vous avez commencé avec lui à la Absolument. Radio. Alors vous animez justement, c'est le grand public qui vous découvre à ce moment-là, vous animez la tranche 6-10 et décidément, alors ça va être la petite blague, le veto non plus, ça vous fait pas peur puisque vous animez en ce moment avec brio le grand matin de Sud Radio. Question un peu avec légère. Patrick Roger, oui bien sûr, que j'embrasse, qu'on embrasse toutes les deux. Est-ce donc vrai que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, Cécile? Alors moi j'adore me lever tôt, mais j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir me lever très tôt, de pouvoir me coucher très tard et de me relever très tôt, et en fait je n'ai pas du tout aucun problème de sommeil. D'accord. Donc moi je suis comme une poule, c'est-à-dire que vous mettez les mains sur les yeux, je m'endors. Et en fait je peux dormir partout à n'importe quel moment, et en fait j'adore ces journées très très longues parce que ça me permet de profiter effectivement de la vie au maximum. Et puis il y a un truc très agréable quand on se lève tôt, c'est le silence aussi, on imagine, quand on c'est le avant de faire un grand silence, matin. Et c'est surtout la joie le matin de se dire qu'on est peut-être la première voix que les auditeurs entendent le matin. C'est peut-être la vôtre. Je vous le confirme. Donc voilà. Et donc c'est très agréable de rentrer finalement, et c'est ce que j'aime véritablement dans la radio, c'est plus que la télévision.
télévision, même si aujourd'hui on regarde la télévision au lit, on rentre dans l'intimité vraiment des gens, dans leur salle de bain, dans leur chambre, dans leur voiture, voilà, et on les suit tout au long de la journée. Ouais. C'est beau. Et j'adore ça. Alors ce chemin que vous avez pris vous amène à un moment donné, alors je sais pas si c'est une erreur ou pas, à faire de la Formule 1. C'est excellent ça. Photographe en Formule 1. C'est ça, vous avez commencé comme ça, et ensuite vous avez été pilote. Et après j'ai été pilote en super tourisme. Incroyable. C'est pas de la monoplace, de la voiture, mais c'est super tourisme en Belgique. D'accord. Ça s'appelle le Procar. Et alors pourquoi vous avez fait ça ? Parce que d'abord j'ai une maman qui est fan la nuit pour regarder les Grands Prix. Et puis j'avais un frère, mon frère adore l'automobile, j'avais un père qui adorait aussi ça, donc j'ai un peu baigné dans pas le sport automobile, dans les jolies voitures. Et puis un jour je me suis dit, j'étais photographe, je me suis dit il faut que je m'essaye, et j'ai fait une école de pilotage. Et puis voilà, je suis rentrée encore une fois dans le grand bain en me disant maintenant tu as un casque, une combinaison, des sponsors, il faut y aller. Ou vous l'avez cherché ? C'est par hasard. Je me dis toujours, c'est vrai que moi je faisais de la critique de pilote, et je me dis, qui sommes-nous pour critiquer des pilotes sur le bord du circuit sans jamais avoir tenté au moins un tour de piste, au moins une course, au moins voilà. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure, je vais monter dans une voiture de course et je vais voir effectivement si je suis plus maligne que ces gens-là. Et en fait, pas du tout. Et voilà. Et vous avez des accidents, c'est ça ? Alors j'ai eu un accident assez grave. Je n'ai rien eu. Ça a recommencé d'ailleurs. Assez spectaculaire. Oui, bien sûr, assez spectaculaire. Mais ça m'a énormément servi. Dans le métier que j'ai fini par choisir, de travailler et de vivre par le mental, c'est-à-dire de s'enfermer dans des bulles, de gagner en force en fait. Ouais, en force et même en concentration. Patrick Roger souvent me dit le matin, concentre-toi. Voilà. Donc et c'est vrai, il a raison, c'est de la concentration en fait. Tant que vous êtes concentré, vous arrivez plus rapidement à vos fins. Et la course automobile, c'est ça, c'est de la concentration. Dans la course, il y a aussi une forme de risque et une envie irrépressible de liberté, c'est ça, non ? Mais je pense que la vie est une prise de risque aussi tout le temps. Et ce qui est important, c'est compliqué de mesurer les risques, mais ce qui est important, c'est d'en prendre en fait. Si on a la possibilité d'en prendre, je dis toujours aux gens, alors ça paraît simple quand on l'a fait, mais je dis toujours, c'est toujours important de prendre des risques, et c'est de se dire que vaut mieux l'avoir fait et d'échouer que de ne pas l'avoir fait du tout. Et pourquoi c'est aussi important alors de prendre des risques justement ? Vous pensez qu'on ne peut évoluer qu'en le faisant justement ? Parce que la vie est faite aujourd'hui est tellement parfois compliquée. On vous met des cailloux dans votre chaussure, et à un moment donné, si vous ne prenez pas ce risque, quelqu'un d'autre va le prendre. Donc autant que ce soit vous qui le preniez. Et en plus, je pense qu'on apprend par le risque, on apprend par la peur, on apprend à se maîtriser. Oui, exactement. En se trompant, on apprend à se maîtriser, de savoir où sont ses limites. Est-ce que moi j'ai tenté des choses en me disant est-ce que je suis capable de le faire ? Non. Il faut savoir aussi ce dont on est capable ou pas. C'est-à-dire que moi, je sais à peu près ce que je sais faire, est-ce que je pourrais apprendre, et il y a des choses que je ne saurais jamais faire et que d'autres gens le font. Et vous le savez instinctivement, ça ? Non, c'est en mettant un pied devant l'autre. Mais comme tout le monde prend des risques, la première fois que vous levez sur vos deux jambes quand vous êtes petit et que vous marchez, c'est que ça la vie finalement. C'est ça. C'est vous titubez jusqu'au moment où vous marchez un pied devant l'autre. Alors, ce qui est assez marquant chez vous, c'est que vous êtes une gourmande de la vie. C'est ce que vous renvoyez comme image. J'aime les gens. Voilà. J'adore les gens. En fait, je pense que je suis gourmande de bonne nourriture, de bons repas, de cuisine, parce que j'adore recevoir. Donc imaginez comme je suis malheureuse en ce moment. Et j'aime viscéralement les gens. Alors j'adore parler avec les gens, j'adore m'arrêter dans la rue. C'est l'humanité en général. C'est les gens que je rencontre d'abord parce que c'est eux qui m'ont fabriqué. N'oublions pas qu'aujourd'hui, si je suis connue, si je fais ce métier et ce métier qui dure, je le dois à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui m'ont regardé pendant des années et qui m'ont forcément nourri. Donc ce que je suis, je leur dois. Je le dois à ma famille, mais je le dois maintenant à plein de gens que je ne connais pas et que je ne cesse de remercier. Donc
je passe du temps, parce que eux, forcément, me connaissent un peu plus. Je passe du temps régulièrement à discuter avec des gens, à m'asseoir sur un banc, à converser en voiture, au feu rouge, à discuter sur les réseaux sociaux, avec tous les gens qui ont envie de discuter avec moi. Ah, c'est bien. Alors justement, vous avez aussi déclamé des textes, parce que vous avez touché un peu à tout, et puis vous êtes essayé à la comédie. Alors on vous a vu dans Julie Lescaut notamment, puis au théâtre aussi, dans Le Bouffon du Président, qui a été mis en scène par Olivier Lejeune au Théâtre des Variétés, je crois que c'était en 2015. Oui, à peu près, j'ai aucune souvenir. C'était une excellente expérience, ça ? Alors le théâtre, c'était une expérience malheureuse, parce que je le dis parce que c'est aussi l'histoire de ce livre, parce que j'ai perdu ma sœur pendant cette tournée, et donc j'ai joué le jour de son décès, et c'est d'une violence inouïe. Et j'ai pas tellement été aidée par ceux qui étaient avec moi, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Mais c'était une expérience, parce que quand vous faites de la télé, vous êtes une femme tronc, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on voit pas vos jambes. Et en fait, vous parlez comme on fait là, avec un micro. Donc, et je me suis dit, de porter la voix. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à utiliser ma voix sans crier dans les aigus, comme ça, comme on a tendance à tout faire. Les femmes. Et de savoir porter sa voix, et de parler fort, mais sans crier, et d'essayer d'occuper l'espace. C'est-à-dire comment on occupe une scène, quand vous êtes seul en scène, quand vous arrivez seul en scène, comment occuper l'espace, et comment on n'a pas l'impression d'avoir du vide. Mais ça peut servir dans tout, ça. Ça sert dans un entretien d'embauche, ça sert quand vous rencontrez pour la première fois votre belle famille, ça sert dans plein de contextes. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire ça, et à parler à haute voix, et à me dire, voilà, je vais essayer d'occuper l'espace, même si je fais de la taille 36. Voilà. Vous le faites très bien, cela dit. Alors, vous avez évidemment les médias dans votre parcours, cette passion qui vous pique et qui ne peut plus vous lâcher, je peux en témoigner. Finalement, c'est quoi le secret pour arriver à atteindre une certaine forme d'excellence pour vous? Il faut diversifier les expériences avec toujours la même implication. C'est une forme de rage positive qui vous anime? Comment on fait? Alors, moi, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai un parcours assez atypique, donc tout ce que j'ai fait m'a nourri. Et moi, je dis toujours, je suis une voleuse, en fait. Je vole aux gens, c'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un, je le regarde, je l'observe, voilà, et je lui enlève tout ce que j'aime. Et je lui enlève tout ce que j'aime, en fait. Voilà, enfin, je lui prends, en fait, je me nourris de ça, je suis une éponge, et je prends, et je me dis, ah ouais, ça j'aime bien, ou cette personne, ce qu'elle fait, j'aime bien, non, finalement, c'est pas pour moi, et voilà. Et en fait, une fois que vous avez ouvert largement à 360 vos oreilles et vos yeux, et voilà, et après vous nourrissez des choses, et ça vous permet d'affiner, en fait, ce qui vous correspond. Parce qu'en fait, souvent on fait un métier par dépit, parce qu'on se dit où on n'est pas capable, et ça c'est très féminin, où on n'est pas capable, où on sait pas, où est-ce que je vais vraiment savoir faire. Et moi je me dis, c'est pas grave, je me fais un gadin, c'est pas grave, je me relèverai de toute façon, c'est pas très grave, et puis j'y vais, je teste. Donc j'ai essayé de tester tout ce qui était autour de ce que j'appelais la communication. Et pourquoi la communication? Parce que moi, j'ai pas fait d'études. Donc la seule chose qui me permettait d'être un bagage, en tout cas, sans avoir de bagage ni académique, ni... enfin bref, peu importe, c'était mon bagou. Donc je me suis dit, il faut que je sache me vendre, il faut que j'apporte de la couleur à ma vie, il faut que je sois un pot de miel, il faut que les gens aient envie de discuter avec moi, envie de travailler avec moi. Et je me suis dit, il n'y a que ça qui peut m'aider. Et pour ça, il faut se nourrir des autres. Regardez comment ils font, de se dire, voilà, lui il est comme ça, lui il est comme ça, moi je vais prendre le meilleur, et hop, vous forgez votre personnalité. C'est un beau regard. Mais ce métier-là, c'est finalement un métier de sensibilité, et il faut, ce que je disais tout à l'heure, aimer les gens. Il faut aimer les gens pour faire bien de la radio, etc. Il faut avoir envie de leur parler de choses. Merci pour ça, c'est excellent, Cécile de Ménibus. C'est excellent. Ce soir, comme tous vos dimanches, malgré le confinement, on se serre les coudes et on se fait plaisir. Avec moi en studio, la journaliste, animatrice et depuis peu écrivaine Cécile de Ménibus. On revient dans un instant pour parler de son premier roman d'ailleurs. Et ne ratez pas, en seconde partie d'émission, le consultant en lobbying et inventeur de l'entrepreneurialisme, j'ai nommé Léonidas Kalogeropoulos. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.
Il est exactement 19h17 sur Sud Radio, votre radio préférée. C'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, à 19h, avec moi, avec vous, l'excellente journaliste et animatrice Cécile de Ménibus. Dans pas longtemps, vous pourrez aussi découvrir le non moins excellent Léonidas Kalogeropoulos, qui est lobbyiste et inventeur de concepts pour une société meilleure. Et avant de le retrouver, on ira visiter l'atelier de Julien Vermeulen, le plumassier haute couture, mais pas que, dans l'art et la manière. Pour l'instant, on continue avec Cécile de Ménibus, qui vient de sortir un roman, Je le montre pour nos auditeurs, Je voudrais tout prendre d'elle, sorti le 20 octobre dernier aux éditions Charleston. Ce livre raconte l'histoire d'une maman et de sa fille, endeuillées par la perte d'une fille et d'une sœur, faisant un voyage vers la libération, vers l'amour, on pourrait dire. Cette mère, cette fille, c'est vous et votre maman, Cécile de Ménibus. Absolument. C'est ma vraie maman. Ouais. C'est votre vraie maman. C'est vraiment Alors c'est un roman, hein, donc forcément il y a plein de choses qui sont un petit peu romancées, mais ça fait très longtemps que maman, qui a une vie très particulière et très compliquée. Ouais, j'ai découvert. Oui, mais vous le découvrez dans ce livre. Et c'est mon héroïne, forcément, même si déjà les mamans sont des héroïnes, mais là non plus, enfin encore plus avec elle. Et ça faisait très longtemps qu'elle disait, mais peut-être qu'il faudrait que j'écrive un livre pour exhorter tout ça, pour essayer voilà, que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et puis plus les années passent, puis elle dit bah oui, mais je commence une ligne, deux lignes. Et un jour je me suis dit bah je vais l'écrire en fait. Donc vous l'avez écrit pour elle? Ouais, je l'ai écrit pour elle, pour que pour que justement elle comment je pourrais dire, pour qu'elle elle verbalise les choses, que voilà, que ce soit inscrit, parce que à travers vous. Ouais, c'est ça. Et de mon regard, de la façon dont moi en tout cas je voulais le raconter, parce que ce sont des choses graves que beaucoup de Français partagent, et c'est aussi une manière que ça ne s'envole jamais. Oui, c'est de marquer l'histoire. Alors ce titre, il est évocateur, hein, Je voudrais tout prendre d'elle. Pourquoi ce titre? Parce que finalement, quand je la regarde, quand je vis à côté d'elle, je me dis que en fait elle a tout venant de rien en fait. C'est-à-dire que on lui a tout volé, et elle a, malgré le fait qu'on lui ait tout volé, et ben elle a donné tellement que c'est un exemple de gentillesse et de bienveillance, et elle est toujours heureuse, elle va toujours bien, voilà, ça se voit pas. Alors peut-être que effectivement c'est générationnel, mais en tout cas c'est tellement élégant de sa part d'être toujours, moi je l'appelle mère veilleuse, voilà, d'avoir toujours cette c'est une chance. Ouais, c'est une chance inouïe, et de l'avoir encore surtout. Alors ce livre, il m'a saisi d'émotion, hein. C'est une sacrée femme, votre maman. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. C'est une femme qui a jamais cessé de se battre pour la vie, malgré la perte de 2 enfants quand même. On parle de résilience ici, hein, clairement. Vous citez d'ailleurs Boris Cyrulnik à la fin du livre, qui dit la résilience, c'est l'art de naviguer dans les tourments. Est-ce que c'est ça le secret pour être excellent, Cécile de Ménibus? Elle est résiliente, moi moins, puisque c'est mon exemple. Donc elle a fait plein de choses que j'ai suivi en fait ses pas. Donc c'est elle qui a eu les difficultés, et c'est moi qui ai essayé de trouver des solutions pour adoucir sa vie. Donc la résiliente, c'est elle. Je sais pas si moi je suis vraiment résiliente. En tout cas, je sais que je suis combative. Voilà. Ça va avec, a priori. Hein. Ouais, ça va avec. Mais finalement, j'avais un très bon modèle de quelqu'un qui sort toujours grandi des choses, de drames terribles. Et pensez-vous que sans le chaos, l'ordre il pourrait exister? On a besoin de passer par le chaos pour mettre de l'ordre. Accepter la dualité, c'est un peu la clé, non? Pensez pas? Alors, si on pouvait éviter de passer par le chaos, ce serait formidable. Après, je me dis, est-ce que des gens qui n'ont pas du tout traversé de drames dans leur vie ont finalement la même vie? Ils s'ennuient un peu, non? Non, je ne sais pas s'ils s'ennuient. On a goût au bonheur quand on n'a pas connu le malheur. C'est une vraie question. C'est quand même très triste d'être obligé de se dire est-ce qu'on a goût au bonheur quand on n'a pas connu le malheur, mais malheureusement j'ai peur que ce soit vrai. J'ai peur que ce soit vrai, de se rendre compte que c'est quand les choses disparaissent finalement qu'on se rend compte qu'elles nous manquent. Ça, c'est sûr. Et pourquoi avoir choisi de faire un roman et pas un récit alors du coup? Parce que c'est très dur, la vie de maman est très dure, et que je voulais pas rentrer dans le pathos. Voilà, je voulais quelque chose avec des sujets forts, parce que on a quand même le sujet du viol et du suicide entre autres, et je voulais pas rentrer dans quelque chose de pathos. Je voulais émouvoir, tant mieux si ça émeut certaines personnes. Je voulais juste raconter que sans dire qu'on est
un exemple, mais de dire que voilà, il y a des gens qui souffrent terriblement et qui ne sont pas aidés, ce qui a été le cas de maman. Et puis elle a trouvé des solutions. Elle est allée chercher au fond d'elle-même. Elle a été mon exemple parce que c'est ce qui m'a servi aussi, parce que je démarre aussi forcément avec un énorme handicap, et ça m'a aidé aussi. Et je voudrais le transmettre et le transmettre. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la solidarité, de se serrer les coudes, se donner des exemples, se dire que forcément, moi parfois dans la rue, j'ai des gens qui me disent ah oui, mais vous avez de la chance. La chance, on se la crée, hein. Oui, non, en fait, mais je peux pas leur raconter ma vie. Mais non, j'ai pas pendant des années. C'est un peu pour ça que vous l'avez écrit, ce livre aussi, pour que les gens vous connaissent mieux, non ? Non, vraiment pour maman, parce que moi, j'ai pas de, d'abord, je suis personne et que ma vie n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de voir la trajectoire d'une mère de famille qui perd des enfants, ça s'inscrit dans une époque aussi, hein, c'est ça. Absolument. Puis dans le rôle de la femme dans le couple et tout ça. Et juste de dire que parfois on a tendance à délaisser les anciens, cette transmission, cet héritage, et ils ont beaucoup à nous apprendre. Je vois dans les entreprises que souvent, passé un certain âge, on vous abandonne, et je me dis pourquoi ne pas créer des binômes ? Pourquoi plutôt que de mettre, quand on met des gens de l'ancien, de la transmission, bien sûr. Plutôt que de les mettre dehors à 55 ans ou à 60 ans, de dire on va vous garder, on va vous garder à mi-temps, mais vous allez transmettre à ceux qui arrivent et créer des binômes, parce que votre qualité, et je sais qu'aujourd'hui dans des EHPAD ou dans des maisons de personnes âgées, il y a des talents incommensurables et dont on ne se sert pas. Merci Cécile. On va aller faire un voyage un peu onirique au cœur du savoir-faire plumassier d'un genre nouveau avec Julien Vermeulen, qui est artiste contemporain et plumassier pour la haute couture et dirigeant de la maison Vermeulen. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Oui, on vous entend. Bienvenue sur Sud Radio, Julien Vermeulen. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors Julien, qu'est-ce que c'est un plumassier, s'il vous plaît ? Alors un plumassier, c'est un artisan qui travaille la matière plume sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Alors vous intervenez justement pour la haute couture, notamment pour le grand couturier Julien Fournier qu'on aime beaucoup par ici. Comment ça s'acctue sur un modèle, les plumes, sur une belle robe de haute couture ? Alors ça va être d'abord un travail avec le couturier. Je peux vous parler notamment des collaborations avec Julien Fournier. Généralement on réfléchit ensemble. Il a une idée très précise de ce qu'il veut en termes d'univers. Et moi je viens apporter mes compétences artistiques et techniques pour le retranscrire en plumes. Et ensuite il y a plusieurs techniques. Il vous donne des dessins ? Il me donne des dessins, tout à fait. Et vous les interprétez en fait, c'est ça ? Ou des photos, un titre de film ou une musique. Ça peut être très très vaste. D'accord. Et ensuite, il y a tout un travail d'interprétation et de réalisation. Alors Julien Vermeulen, vous créez aussi des œuvres en repoussant les limites techniques de la matière. Alors, il faut le dire quand même, vous êtes lauréat 2018 du prix de la Fondation Bettencourt-Schueller pour l'intelligence de l'humain. Talent d'exception, bravo, c'est excellent, comme on aime à dire ici. Merci beaucoup. La limite entre le savoir-faire et l'art contemporain, elle est bien fine s'il en existe une finalement. Je ne sais pas si la question est encore valable aujourd'hui, mais c'est vrai que dans mon travail à l'heure actuelle sur les tableaux, je pense que je suis plus du côté de l'art contemporain parce que je travaille une vraie exploration sur la lumière. J'essaie de figer en fait un instant parfait de lumière sur les plumes qui sont une matière très réfléchissante et qui joue énormément avec la lumière. Donc c'est le principal travail que je cherche. Ça peut pas être un piège, la lumière finalement ? Parce qu'on ne sait jamais quelle forme ça va prendre. C'est de l'exception, quoi. Ça rend vraiment le travail vivant parce qu'en fait, en fonction de l'endroit où il est exposé, de l'heure de la journée, même des saisons, on n'a jamais les mêmes reflets, on n'a jamais les mêmes lumières et les gens le perçoivent pas de la même manière. Donc, ça crée des œuvres uniques en elles-mêmes et en fonction de la lumière. Et avec le temps et l'heure qui passe, quoi. C'est très bien tout ça, on vous aime beaucoup dans cet excellent, revenez nous voir bientôt. Alors je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes plumassier, on peut retrouver vos créations sur votre site www.maisonvermeulen.com. Vermeulen c'est Vermeuen. Merci beaucoup de votre passage par Sud Radio, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci Julien. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, c'est excellent, en compagnie de la journaliste, animatrice et écrivaine Cécile de Ménébus. Et on retrouve le PDG et fondateur de Médiation et Arguments et vice-président du mouvement éthique, Léonidas Kalogeropoulos, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair.
Bienvenue dans votre émission du dimanche soir, c'est excellent. Si vous nous rejoignez, vous avez raté beaucoup, mais pas tout, et on continue. Avec la journaliste, animatrice et écrivaine Cécile de Ménibus et le lobbyiste pour un monde meilleur, Léonidas Kalogéropoulos. Je prononce bien votre nom, Léonidas ? Kalogéropoulos serait plus exact. Kalogéropoulos, voilà. Alors bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, ravi, merci de votre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes un Parisien de souche qui a été élevé par des parents 68ards et intellectuels. Vous avez grandi avec une mère psychanalyste, un père criminologue et une sœur philosophe. C'est pas mal, disons que sacré CV. Et vous voyez, on survit. Vous survivez malgré tout, je peux aussi en parler. Et vous avez certainement fait des études qu'on attendait de vous en faisant entre autres Sciences Po, Léonidas Kalogéropoulos. Ah non, c'était pas du tout les études qu'on attendait de moi. Ah, qu'est-ce qu'on attendait de vous alors ? De faire de la sociologie, qui était supposée être la vraie discipline qui comprenait le monde, qui le faisait avancer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le concret. Petit, en réalité, c'est le concret. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à être un peu en rupture de banc avec tout l'intellectualisme familial. Vous parlez de l'angoisse métaphysique, c'est ça ? Non, mais quand on avait passé en revue les contestataires de gauche, Freud et Hegel et quelques autres philosophes, je n'arrivais toujours pas à comprendre comment, avec ces idées, on arrivait à construire des immeubles, des voitures et à faire que les choses qui vraiment apportaient des solutions au quotidien soient créées. Et ce qui m'a toujours passionné et vraiment motivé, c'est arriver à comprendre par quel processus on crée des richesses et on crée des solutions concrètes aux besoins collectifs. D'accord. Alors j'ai fait Sciences Po pour la dimension collective, mais j'ai très rapidement voulu me tourner vers du droit aussi, Ouais. Pardon ? Vous avez fait du droit aussi ? J'ai fait du droit également, mais j'ai très rapidement voulu me tourner vers le monde des entreprises pour essayer de voir comment est-ce que ces entreprises arrivent à trouver des réponses aux besoins collectifs et comment est-ce que le monde des entreprises arrive à s'imbriquer avec tout l'univers politique qui est supposé s'intéresser à l'intérêt général. Ouais. C'est vraiment la rencontre des intérêts particuliers et de l'intérêt général. Entre les deux, il y a des lobbyistes. D'accord. Justement, on va continuer un petit peu avec ça. Donc, vous êtes consultant en lobbying. Qu'est-ce que c'est précisément, Léonidas Kalogéropoulos ? Être consultant en lobbying. Les lobbyistes, ce sont des gens qui accompagnent des entreprises qui, à un moment donné, pour arriver à se développer, rencontrent un obstacle dans l'organisation juridique du pays. Oui. Et vous savez que nous sommes dans un pays qui a comme grande particularité d'avoir accumulé des codes qui sont en hypertrophie annuelle. Oui. Et ils grossissent, mais les codes et les lois et les règlements dont nous sommes si friands sont fondés sur l'état des technologies et des entreprises au moment où on les fait. Mais vous avez un nouvel acteur qui arrive avec une nouvelle technologie, une innovation, quelque chose de disruptif. Les choses sont tellement régulées dans notre pays que pour arriver à exister, à se développer, il faut que les lois changent. Et donc, il va falloir instaurer un dialogue qui n'est pas très simple entre les entrepreneurs qui se disent « mais moi c'est évident, j'ai un marché, j'ai des clients, j'ai un isolant qui fonctionne, j'ai une technologie qui apporte des solutions utiles, j'ai des clients » et les textes tels qu'ils sont m'empêchent d'avancer. Eh bien, nous essayons en tant que lobbyistes de réfléchir à l'évolution du droit, c'est pour ça qu'on fait du droit, et à trouver les bons interlocuteurs dans les instances publiques pour infléchir la décision publique et dire, vous voyez, si on fait évoluer un peu les textes, on a une nouvelle innovation qui arrive sur le marché, de nouveaux besoins auxquels on arrive à répondre, de nouveaux emplois, de nouvelles richesses. Et puis, on a trouvé un nouvel équilibre qui concilie à l'intérêt particulier, c'est l'entreprise, et l'intérêt général, qui est ce que poursuivent nos interlocuteurs publics. Alors, on l'a bien compris, vous défendez une forme, la liberté d'entreprendre. Vous avez d'ailleurs rédigé un manifeste en faveur de l'inscription de cette liberté dans la Constitution. Donc, ça suit ce que vous êtes en train de dire. Fin 2014, vous avez sorti ce livre qui est Liberté, égalité, fraternité et esprit d'entreprise aux éditions 100 000 milliards. Pourquoi être libre d'entreprendre ? C'est pas le cas en France ? On peut pas. Alors, c'est très important cette liberté. Vous savez, on parle de la liberté d'expression, de la liberté de manifester, de la liberté de faire grève. Enfin, toutes ces choses-là
elles sont fondamentales. Mais la seule liberté qui produise des richesses, c'est la liberté d'entreprendre. C'est celle qui est donnée à ceux qui veulent aller au bout d'un projet, même aller au bout de la rédaction d'un livre. Je suivais la séquence tout à l'heure autour de Cécile et Minibus, mais l'esprit d'entreprise, c'est pas uniquement avoir un extrait cabis. L'esprit d'entreprendre, c'est aussi ce qu'on fait tous les jours, en fait, hein, c'est ça. Mettre à son compte, c'est aller au bout d'un projet, et c'est une liberté qui est fondamentale parce que la raison pour laquelle je défends la liberté d'entreprendre, et je suis le lobbyiste d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont des lobbyistes d'institutions qui veulent absolument mettre des barbelés autour de leurs produits, de leur marché pour que personne ne vienne les concurrencer. Oui. Moi, je ne fais pas ça. Voilà, moi, je développe la concurrence, j'accompagne des nouveaux entrants, je suis le lobbyiste d'entrepreneurs innovants. Voilà, c'est ma passion et c'est ce que je fais. Et donc, j'accompagne quoi ? J'accompagne des gens dont je constate que ce qui les a motivés, c'est de dire, mais je ne sais pas, il y a des jeunes qui n'arrivent pas à bien apprendre chez eux parce qu'il n'y a personne pour les aider, eh bien, je vais développer de nouveaux services en ligne pour qu'ils aient de l'aide éducative en ligne. Là, des entrepreneurs de trouver des solutions aussi éducatives. J'ai des gens qui ont inventé des isolants minces. Et j'ai des gens qui ont développé effectivement des nouvelles solutions pour apprendre à conduire. Et on a fait tomber le monopole des auto-écoles. J'ai fait tomber une vingtaine de monopoles. Et finalement, derrière tout ça, il y a la liberté d'entreprendre. Et des gens à qui on avait dit, ça va être compliqué. Vous avez une culture formidable, vous avez innové, mais la loi vous en empêche, donc vous arrêtez. Eh bien, nous avons des centaines, des milliers d'entrepreneurs qui se heurtent à ces monceaux de codes, d'articles, de règlements, de circulaires que nous avons, et qui sont souvent des entraves à la liberté d'entreprendre. Mais il y en a une autre d'entrave, je veux vraiment la souligner, c'est certains monopoles. Et je suis, en tant que lobbyiste aussi, dans des batailles homériques. Je pense en particulier à un monopole qui me semble extrêmement nocif dans notre pays, qui est celui de Google, qui abuse de ses positions dominantes un peu partout, qui accumule des milliards, plus de 8 milliards d'euros d'amendes pour abus de position dominante. Et vous voyez, là aussi, il n'y a pas que la régulation et l'administration qui... Non, mais il faut aussi faire de la psychologie parce qu'on continue tous à l'utiliser, Google, a priori. Oui, mais il ne s'agit pas de bannir, de bouter Google hors de France. Il s'agit de faire en sorte qu'on respecte finalement dans la liberté d'entreprendre ce que l'on sait, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Et ce principe assez élémentaire, eh bien, très juste. Vous voyez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je défends les entrepreneurs et l'esprit d'entreprise, c'est que parfois, pour que l'esprit d'entreprise soit défendu, eh bien, il faut de la régulation aussi. D'où une forme de paradoxe, je dirais, les libéraux. Mais on va y revenir sur votre concept éthique. Oui, il y a des moments où vous demandez à la loi d'intervenir. Et oui, il y a des bonnes lois et parfois elles sont utiles. Cécile de Minibus, prendre la liberté, c'est un concept qui vous parle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le discours de Léonidas Kalogeropoulos ? Oui, je m'y reconnais parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Nous, on est très privilégiés dans les grandes villes. Et je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans les territoires qui n'ont pas les bons liens, les bons tuyaux, les bonnes connexions, qui ne sont pas soutenus. Et là où je le rejoins, c'est qu'on est un pays de normes. C'est-à-dire que c'est de la paperasse. Et à un moment donné, forcément, il y a des gens qui s'épuisent parce que ça devient compliqué. Et ces gens-là, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on leur trouve des solutions. Il faut qu'on leur tende la main. Il faut qu'on les aide. Ils ont une idée, ils trouvent de l'argent, ils ont économisé pendant longtemps. Et il faut qu'on les aide à devenir entrepreneurs. Parce que c'est quand même extrêmement intéressant de se dire qu'on va créer une entreprise, on va peut-être embaucher, c'est le tissu économique qui est hyper important, je trouve. Léonidas Kalogeropoulos, c'est quand même un comble d'être au pays des droits de l'homme et d'avoir un problème avec la liberté d'entreprendre et toute la paperasse que ça inclut, non ? Écoutez, je pense que notre pays est à un moment de mutation. Je pense que la liberté d'entreprendre est une liberté que la Révolution française a défendue. Oui. La Révolution a été, celle de 89,
une vraie révolution d'entrepreneurs. Oui. Les lois Le Chapelier ont fait tomber des corporations pour qu'on puisse entreprendre. C'est vrai que ça se sait peu. Je pense que c'est très important de revenir à cette racine-là. Elle est au cœur de notre identité, de notre histoire. Et nous avons quelque part un peu dévié, parce que nous sommes un pays très politique. Oui. Et vous voyez, je rebondir sur ce que disait Cécile de Ménibus, lorsque, par exemple, nous voulons essayer de trouver des solutions aux problèmes d'environnement. Oui. C'est quand même fascinant qu'on ait réuni 150 citoyens qui n'ont pas été tentés de faire autre chose que de produire 150 lois, 150 règlements et 150 taxes. Comme si le monde ne pouvait changer qu'avec des lois et des taxes. On est un peu dans Astérix, là. Ouais. Est devenu un peu de l'ordre de la névrose nationale. Et je pense qu'il est temps que l'on revienne à une réalité. C'est que si on veut que l'environnement fasse des progrès dans notre pays, on a certainement plus besoin d'une armée d'entrepreneurs que d'une armée de fonctionnaires ou de législateurs. Et on est en train de réunir des entrepreneurs qui vont témoigner de ce que 150 entrepreneurs vont être capables de faire pour faire progresser de manière concrète, on y revient, la cause entrepreneuriale, plutôt que de penser qu'on y arrivera en enfermant les gens dans des normes, des règles et des taxes, comme si c'était la panacée. Je pense que de ce point de vue-là, notre pays a un progrès à faire. C'est probablement le moment crucial pour emprunter cette mutation. C'est très punitif. Hein. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on est puni tout le temps. Dès qu'on veut entreprendre, on est puni en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Vous avez une entreprise, Cécile de Ménibus ? Oui, j'ai plusieurs entreprises parce que je fais plein de choses. Hein. Et puis moi, j'ai monté une association qui s'appelle Elles les Audacieuses. Oui. Justement, c'est pour renouer justement les grandes villes avec les territoires. C'est pour aider. Et c'est exactement dans cette optique. Elles les Audacieuses. Elles les Audacieuses, absolument. C'est justement pour aider, parce que nous aujourd'hui on a su pouvoir obtenir un peu de contact et on a le bras un tout petit peu plus long qu'il y a une certaine époque, et donc ça nous permet de faire pas mal de choses. Par exemple, on a fait rouvrir la SPA pendant le confinement parce que on avait un lien avec un membre du gouvernement qui est Christophe Castaner, et on s'est dit voilà, il faut qu'il nous aide, et en un week-end on a travaillé avec l'association et on a fait et Sud Radio qui nous a beaucoup aidé, et on a fait rouvrir la SPA. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et quand on a un entrepreneur en territoire, ou des femmes ou des hommes qui ont besoin d'un coup de main, nous, on leur donne pas d'argent. On leur permet de les connecter aux bonnes personnes au bon moment et de gagner un temps fou. De tisser le réseau, quoi. C'est ça. Le maillage. Vous faites du lobbying, finalement. C'est ça, exactement. Donc c'est ça, en fait, le lobbying, résumé un peu vulgairement, c'est tisser un réseau, hein, c'est ça. Dans l'acception qu'on peut avoir de l'esprit d'entreprise, encore une fois, l'association que vous citez, c'est de l'esprit d'entreprise également. Moi, je suis vice-président d'une association qui est éthique. Elle s'est mobilisée pour que dans les entreprises... De l'éthique dans le travail, nous puissions également, vous voyez, là aussi, on a été très utile dans le contexte actuel pour qu'il puisse y avoir des tests, tout ça avec des entrepreneurs qui sont en train de mettre des stands un peu partout dans Paris pour qu'on puisse faire des tests en direct. Et bien là aussi, on a une crise sanitaire. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer pour trouver des solutions. Parce que j'imagine qu'on est tous d'accord que c'est le deuxième confinement. On aimerait bien qu'il n'y en ait pas un troisième derrière. Ah, c'est sûr, C'est excellent malgré le confinement, en compagnie de Cécile de Ménibus et Léonidas Kalogeropoulos. Nous, on revient. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent pour encore un petit quart d'heure dans votre émission, celle qui crée le lien. L'excellence française est polyforme, j'aime à le répéter ici. Et ce soir en studio avec moi, il y en a un qui est en Zoom, 2 personnes qui l'incarnent, chacun dans leur secteur, mais avec la même implication et la même passion. J'ai nommé la journaliste, écrivaine et animatrice Cécile de Ménibus et le lobbyiste, entrepreneur et combattant pour des jours meilleurs, Léonidas Kalogeropoulos. Léonidas Kalogeropoulos, vous avez inventé un concept qui s'appelle l'entrepreneurialisme. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît ? Oui, l'entrepreneurialisme est totalement dans la continuité de ce qu'on vient de dire, et en réalité, il est inventé d'abord pour désigner quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Ça a été un engouement pour l'entrepreneuriat. Vous savez que la France est le premier, c'est un peu indélicat de dire ça, mais producteur d'entrepreneurs en Europe. C'est pas indélicat, c'est plutôt sympa. Oui. 700, c'est l'un des signaux les plus positifs
de la sociologie ou de l'économie ou de la citoyenneté française. Oui. Finalement, elle se porte très bien. Et cet engouement me semble traduire ce que l'adhésion à la République peut avoir de meilleur. Lorsque des jeunes se disent « je veux être utile, je ne veux pas me laisser enfermer dans des cases, j'ai une idée, je vais me lancer », et que l'on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a des associations extraordinaires. Je pense aux Déterminés, je pense à Tous Repreneurs. Dans le domaine du handicap, je pense à un entrepreneur qui est fabuleux, qui a une entreprise qui s'appelle Au Travail. Il a 600 collaborateurs, ils ont tous un handicap et ils sont dans l'entreprise à retrouver confiance et à être engagés dans un projet. Eh bien, cet engouement pour l'entrepreneuriat, il a transformé les banlieues, les zones rurales, il y a l'entrepreneuriat au féminin, il y a l'entrepreneuriat pour les personnes qui ont rejoint la France et qui essayent d'y trouver leur place. Je pense que c'est le meilleur liant. Et donc, ça a été l'un des premiers éléments qui font que je me suis dit, et je l'ai constaté lorsqu'on parlait à tous ces jeunes qui se lançaient de libéralisme. Oui. Moi, vous me parlez de quoi, de libéralisme? Donc, l'entrepreneuriat et le mot entrepreneur, ce magnifique mot français, cet excellent mot français, entrepreneur, eh bien, est un mot qui résonne dans chaque jeune comme quelque chose de très noble. Ensuite, j'ai constaté que c'est un mot qui est très consensuel entre la gauche et la droite. Vous parlez à un élu de gauche ou à un élu de droite et vous dites c'est un jeune entrepreneur, il va me lancer sa boîte. Il n'y a pas un seul élu de gauche ou de droite qui ne dise pas c'est formidable, qu'est-ce que vous allez faire? Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma circonscription. Donc le terme d'entrepreneur est extrêmement consensuel politiquement, alors que le terme de libéralisme est au contraire un terme qui est extrêmement clivant. Et puis pour finir, il y a de très grandes ambiguïtés autour du mot libéralisme. Quand vous dites j'ai un problème avec un monopole, Google est un multirécidiviste de la délinquance économique, il est temps qu'on intervienne pour réguler des opérateurs comme cela, il dit ah vous n'êtes pas libéral. Mais si, le libéralisme, c'est pas de dire qu'on veut de la jungle. Ça peut être régulé, le libéralisme, bien sûr. Le libéralisme peut être régulé. Alors, les gens disent, ah, mais c'est une opposition dans les termes, c'est un oxymore de parler de libéralisme régulé. Je crains que ceux qui dénoncent cela de manière caricaturale n'aient pas compris grand-chose au libéralisme. Mais comme le mot libéralisme est né dans un contexte où il y avait des règles qui étaient extrêmement rigides aux frontières et qu'il s'agissait de lever des frontières, les gens ont du mal à comprendre que remettre un certain nombre de frontières qui sont utiles, on en parle beaucoup avec la souveraineté, on en parle beaucoup avec les monopoles, ils ont du mal à comprendre que ça appartient aussi à l'histoire du libéralisme. Donc finalement, le terme d'entrepreneurialisme permet de focaliser l'attention sur la priorité. Et la priorité, c'est quoi? C'est que quel que soit le domaine, il faut que l'esprit d'entreprise puisse donner le maximum de son potentiel. Il faut que quelqu'un qui arrive avec un projet innovant, peut-être qu'on peut lui expliquer qu'il faut articuler son projet innovant avec le marché tel qu'il est pour pas tout casser. Mais j'accompagne des opérateurs alternatifs, j'accompagne des télévisions alternatives, des services numériques alternatifs. Les alternatifs, ils apportent quelque chose en plus. On ne peut pas dire à ceux qui apportent une richesse en plus dans la nation, non, non, vous arrêtez là, c'est chasse gardée, il y a déjà quelqu'un. Eh bien, pour bien comprendre pourquoi il faut lever les barrières, eh bien, l'entrepreneurialisme le dit dans les termes, eh bien, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des progrès à apporter, des innovations, des richesses, des emplois à créer, et il faut absolument qu'en France, ils aient leur place. C'est la pluralité, bien besoin, là. Oui, ça c'est clair en ce moment particulier. Assez rapidement, Léonidas Kalogeropoulos, quel est le rôle des entrepreneurs pour faire face à la crise actuelle? En quoi ils vont aider à construire un monde meilleur suite à ce qu'on est en train de vivre? Écoutez, je pense véritablement que nos hommes politiques font le mieux qu'ils peuvent, qu'ils sont face à des situations extrêmement compliquées. C'est pas facile de critiquer ce qu'ils font, même si on en a tous envie par moment. Mais à l'évidence, c'est un constat objectif. Le déconfinement n'a pas bien marché parce que le déconfinement, en retournant au travail avec des masques et du gel, nous avons pensé que nous pourrions vivre avec le virus avec ces précautions. Elles ne suffisent pas. Donc manifestement, il faut des tests avec le mouvement patronal et
commencer à mettre des tests et probablement il va y en avoir partout. Ah, super. Il va falloir probablement arriver à inventer de nouvelles solutions pour ioniser l'air, pour que dans un espace de travail, eh bien, on soit certain qu'on n'ait pas des microbes. Il y a des solutions pour ioniser. Donc il y a des entreprises qui peuvent nous offrir des solutions personnalisées, on va dire. Absolument, il y a des solutions, des entrepreneurs qui réfléchissent à prendre des hôtels qui sont vides aujourd'hui et installer des lits médicalisés pour accueillir des malades, alors que les hôpitaux... Si on manque de lits en réa, bien sûr. Il va falloir que l'on demande à tous les entrepreneurs de nous trouver des solutions dans tous les domaines. Ouais. Et c'est absolument impératif, parce que si on n'a pas de meilleures conditions de déconfinement après le déconfinement, il y en aura une troisième et une quatrième, etc. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un pays qui est bloqué ainsi tous les 3 mois. Donc nous sommes en train de faire monter l'armée des entrepreneurs qui va proposer des solutions pour que le déconfinement soit réussi. J'adore ce que j'entends. Alors on va changer un tout petit peu de sujet, puis je vais vous poser à tous les deux la question que je pose toujours à tous mes invités, puisqu'on approche de l'heure de fin, hélas, de cette émission. Cécile de Ménibus, qu'est-ce que c'est l'excellence française selon vous ? Eh ben c'est ça, l'excellence française. Finalement, c'est la France des territoires qu'on a l'impression qu'on oublie souvent. C'est celle qui nous nourrit tous les jours, parce que ça c'est important. C'est aussi les grandes écoles, c'est aussi les grands projets. C'est ça l'excellence française, c'est de pouvoir se dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui réfléchissent à des choses qu'on puisse exporter dans le monde entier et qui nous reviennent, comme la culture par exemple, comme effectivement les entreprises, comme les inventions, comme moi je suis toujours très embêtée de me dire que finalement notre excellence française se vend à l'étranger, parce qu'aujourd'hui en France on les paye mal, et que j'aimerais bien qu'ils restent un petit peu à rester chez nous, et c'est ça. Et c'est vrai si vous regardez, on brille quand même dans beaucoup de domaines, et dans le monde entier. Et dans le monde entier, et je nous trouve assez humbles finalement. Et c'est ça aussi l'excellence française. Vous êtes d'accord, Léonidas Kalogeropoulos ? Je trouve que c'est merveilleux, je me sens très très en phase avec ce qui vient d'être dit. L'excellence française, je pense, ce sont nos artisans, des marques extraordinaires. Nous n'exportons pas notre code du travail, nous n'exportons pas notre code général des impôts, nous n'exportons pas tous ces codes. Heureusement d'ailleurs. Qui font la passion d'un univers institutionnel. Il faut, je pense, que collectivement nous nous rendions compte qu'à chaque fois qu'il y a un talent, il faut lui mettre le pied à l'étrier, l'encourager, et que quelque part l'amour de la France passe par l'amour de chacun de ses talents, par chacune de ses réalisations, que nous ayons une fierté collective. Je suis toujours très meurtri quand j'entends des grands noms de la mode, du luxe, qui sont conspués dans notre pays, alors que c'est souvent les grandes marques qui sont aux côtés du drapeau français partout sur le territoire de la planète. Nous rayonnons grâce à ces marques. J'espère qu'on le fera de plus en plus. Peut-être un petit progrès que nous pourrions faire dans l'excellence française, en ayant plus d'interdisciplinarité. Je trouve que les ingénieurs sont avec les ingénieurs, les designers avec les designers. Pas dans cet excellent. Certains que nous gagnerions énormément à... Il faut créer le lien, c'est ça l'histoire. Il faut créer le lien entre les différents secteurs qui finalement se valent tous, compte tenu de la différenciation étant l'implication. On est bien d'accord. Ils sont souvent interdépendants, c'est ça qui est incroyable. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être un chemin encore à parcourir devant nous, c'est réconcilier ces deux créativités qui sont essentielles, la créativité entrepreneuriale et la créativité artistique. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à ce qu'elles aient des lieux de rencontre. C'est peut-être un chemin pour aller encore plus loin dans l'excellence française. C'est très intéressant tout ça. Et pour terminer, vous travaillez, on le disait tout à l'heure, Léonidas Kalogeropoulos, sur l'éthique dans le travail, avec votre mouvement éthique, justement. Est-ce que l'éthique dans le travail, elle ne peut pas dériver vers une certaine forme de moralité, justement, et remettre des carcans là où, finalement, il y a de la liberté ? Nous sommes intimement persuadés, je suis très fier d'être vice-président d'éthique depuis plus de 15 ans, extrêmement persuadé dans tout ce que nous faisons au sein d'éthique, qu'on peut être droit dans les affaires et réussir en affaires.
que nous n'avons pas besoin de ces fameux milliers de pages de code produits tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'une autorité politique qui vient nous dire tous les jours de ne pas accueillir nos salariés de nos entreprises, d'avoir des contrôleurs derrière notre épaule à chaque instant pour que nous soyons responsables, que nous poursuivions le bien commun. Et oui, nous faisons du bien commun en créant des richesses et en faisant des affaires. Et je pense que tout cela, c'est extrêmement concilié, harmonieux, que nous nous enrichissons. Nous sommes des entrepreneurs à succès et néanmoins très, très attachés à apporter du bien à l'intérêt général de notre pays. Nous sommes très patriotes aussi, très attachés à la France et certains que nous la servons à travers chacune de nos entreprises. Et Cécile de Ménibus, justement, on parle de moralité, on parle d'éthique, mais vous disiez tout à l'heure qu'il faut aimer les gens, ça commence par là, non ? Oui, enfin, il faut aimer les gens et moi je pense que ça passe surtout par l'éducation. Oui. L'éducation des jeunes enfants. Oui. Il y a une très jolie une campagne qui a été faite par Gulli. Oui. Ces enfants qui disent je veux être gentil, j'apprends la gentillesse à mon petit frère, j'attends, voilà. Et je pense que maman me disait toujours l'éducation se fait entre 0 et 4 ans. Et c'est très important, justement pour avoir cette éthique qui devient naturelle. C'est-à-dire que passer un certain âge, c'est difficile, mais il faut apprendre aux enfants à être gentils, à être honnêtes, à être ouverts vers les autres, à tendre la main, à être généreux, à être solidaires. Je pense que c'est la première chose qu'on doit leur apprendre avant les écrans et avant tout ça, ou en tout cas leur mettre sur les écrans. Mais moi, toute ma vie, on m'a raconté ça en nous disant attention à l'autre, attention à celui qui est un peu plus fragile que toi, retourne-toi, tends-lui la main, aide-le, mais même s'il t'aide pas, c'est pas grave, on t'envoie du négatif, t'envoie du positif, et voilà. Et je pense que... Et ça vous a sauvé, je pense aussi. Ouais, bien sûr, mais tout ce côté moral et tout ce côté éthique passe forcément par l'éducation à la base. Donc l'excellence par l'éducation, et ça sera le mot de la fin. Cécile de Ménibus et Léonidas Kalogeropoulos, merci de votre partage. Il nous reste encore un peu de temps, on me dit, donc si vous avez encore quelque chose à me dire, peut-être sur la liberté d'être, puisqu'on est tous les trois des personnes qui se sont bien incarnées dans leur parcours. Est-ce que cette liberté, on la prend finalement, pour terminer ? Peut-être pour rebondir sur un point que vous évoquiez tout à l'heure sur le chaos, est-ce qu'il faut le chaos ? Il me semble que nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de règles ont été perturbées, remises en cause parce que des gens ne trouvaient pas leur place dans la société. Une société qui a des règles est une société dans laquelle chacun doit trouver sa place. Et je trouve que finalement, la liberté d'entreprendre est une liberté qui crée du lien parce que beaucoup de gens se sont révoltés en disant que, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs orientations sexuelles, quel que soit le lieu où ils vivent, quels que soient leurs accents, eh bien, ils ont quelque chose à apporter et ils ont du mérite à apporter. Et je dis ça parce que finalement, j'aime bien revenir à une généalogie dans notre pays. Par moment, il y a du chaos, mais il y a toujours une colonne vertébrale. Et lorsqu'on a aboli les privilèges, c'était pour dire la place que l'on trouve dans la société, elle n'est pas liée à la naissance, elle est liée au mérite. Et finalement, peut-être que les grands désordres que nous avons eus ces dernières années dans le pays, c'était par rapport à cette revendication de gens qui sentaient qu'ils avaient une niaque, une force, une productivité, une créativité à apporter à la société. Ils disaient, mais moi j'ai un mérite à faire valoir. Et bien tout ça, c'est de la richesse pour notre pays. S'il a fallu bouger les règles un peu et faire un peu de chaos pour que cette voix-là soit entendue, eh bien, ça aura été à bon escient. Merci Léonidas Kalogeropoulos, merci Cécile de Ménibus. Prenez soin de vous tous les deux. Cécile, je rappelle que votre roman Je voudrais tout prendre d'elle est sorti le 20 octobre aux éditions Charleston. Je le montre pour les auditeurs. Merci, chers auditeurs, d'ailleurs, de votre fidélité du dimanche soir à cet excellent sur Sud Radio, votre radio préférée, évidemment. À dimanche prochain, on vous réserve de belles surprises. Merci à Quentin Cabanis qui a réalisé cette excellente émission, à Lara et Arthur au web, à toutes les équipes de Sud Radio et à ma non moins excellente attachée de presse Méloane Rock. C'est excellent est disponible en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio. Restons solidaires et à dimanche prochain les copains. Bisous, c'était excellent.